La première à poser la question sera Madame Klinkert, qui est députée du Haut-Rhin. Merci, Président. Question pour Monsieur Bellinga. Jusqu'à l'arrivée du numérique, la population africaine n'avait pas accès aux moyens de paiement parce qu'il n'existait pas de modèle économique pour la bancarisation massive du continent. Avec le mobile money, tout a changé, évidemment. Ceux qui possèdent maintenant un téléphone portable ont accès à une solution de paiement universelle, un porte-monnaie électronique qui est disponible sur tous les smartphones. Et ce système met fin peu à peu à un système qui reposait sur l'argent liquide et l'argent informel. Est-ce que cela peut contribuer à une meilleure traçabilité des fonds, aussi bien pour les États que pour les éventuels fonds illicites? Je vous remercie. Merci. Vous posez la question à qui? Pardon. À Monsieur Zebellinga. Alors, attention, réponse 1 minute, Monsieur Zebellinga. Est-ce que je pense surtout que ça, en tout cas dans les rapports, ça participe de ce qu'on appelle l'inclusivité monétaire, c'est-à-dire des gens qui n'avaient pas la possibilité d'avoir des comptes en banque, etc., eh bien, ils peuvent disposer d'argent et utiliser, faire circuler un peu plus la masse monétaire. Donc ça peut avoir un aspect positif. L'aspect qui est un peu plus problématique, c'est qu'on transforme des acteurs de l'espace télécom en banquiers quelque part un peu. Et donc, sans les mêmes règles, sans la même déontologie. Et donc, ça peut poser des problèmes. Mais je pense que c'est un ensemble d'innovations qui peuvent aller dans le bon sens. Ça, c'est certain. Mais le fond de la question, à l'arrivée, ça restera sur les aspects, à mon sens, sur les aspects productifs. Comment est-ce que le numérique éventuellement, mais surtout l'institution bancaire, l'institution financière et les arrangements institutionnels peuvent amener à créer des incitations pour aller vers de la production et la diversification productive. Merci, madame. Très bien, c'est un leitmotiv que vous avez tout à fait raison de souligner. Là, maintenant, la parole est à monsieur Alain David, qui est député socialiste de la Gironde. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais revenir sur le souhait de souveraineté monétaire formulé par ces nouveaux dirigeants et par ces nouvelles élites africaines. Le débat peut parfois rejoindre, d'ailleurs, les débats qui pouvaient exister dans certains pays européens, dans lesquels l'indépendance de la BCE et la politique de l'euro fort pouvaient interroger. Ainsi, une faible croissance et un chômage élevé pouvaient constituer des problématiques apparemment plus préoccupantes qu'une faible inflation. Ces questions se posent beaucoup moins depuis que la crise sanitaire et que la crise financière ont poussé les pays européens vers la solidarité financière, les eurobonds, la dette commune, et finalement, à votre avis, une union monétaire élargie et ambitieuse et surtout solidaire, par exemple entre les pays de la CEDEAO, serait-elle de nature à éviter que la question ne soit montée en épingle? Merci. C'est une question que vous posez à qui? À celui qui veut la prendre. Bon, Madame Lefito. Ok, je pense que j'ai avoir déjà répondu sur la question de la CEDEAO. Effectivement, sur la CEDEAO, ce projet date d'il y a 30 ans. L'idée de ce projet, c'est d'abord de faire une monnaie commune. Elle existe déjà en UEMOA, c'est-à-dire les pays francophones de l'Afrique de l'Ouest, et puis d'intégrer les 7 autres pays à la CEDEAO. Ce projet semble ne pas avoir d'avenir. Pourquoi ? Parce que, comme l'a expliqué Monsieur Cabriac, il n'y a pas une volonté politique de solidarité, de mise en commun des réserves de change au sein de cette zone. Politiquement, il n'y a pas de volonté d'intégration. Et puis, deuxièmement, comme je l'ai rappelé, on a le géant de l'Afrique qui est à l'intérieur de cette zone, le Nigeria, qui est contracyclique par rapport aux autres pays, puisqu'il est largement exportateur de pétrole, alors que les autres importent de l'énergie. Et donc, ils n'ont pas de raison d'avoir une monnaie commune. Donc, il semblerait que ce projet soit dès à présent voué à l'échec, et c'est ce qu'on voit puisqu'il reporte depuis 30 ans les réunions et les avancées sur ce projet. Je vous remercie, c'est une réponse très claire. Maintenant, la parole est à Madame Galzi, qui est députée Rassemblement National de l'Hérault. Merci, Monsieur le Président. Madame, Messieurs, la France, en raison de son histoire avec l'Afrique, a participé à la création du franc CFA.
Ce dernier fait l'objet de nombreuses critiques. Pour certains, il est considéré comme le symbole de la France-Afrique, tandis que pour d'autres, il est un outil économique pour le développement de ce continent. Les devises du franc CFA sont utilisées par une dizaine de pays d'Afrique centrale et de l'Ouest. Elles sont liées à l'euro, à un taux fixe garanti par le Trésor français. Plusieurs États africains considèrent par principe qu'ils doivent avoir leur propre monnaie. Ils pensent que ces devises sont devenues un inconvénient pour leur développement économique. Un pays qui déciderait de quitter le franc CFA, par exemple le Sénégal, devrait mettre en place une nouvelle monnaie stable. Pourra-t-il garantir son taux de change? Je vous remercie. Qui souhaite répondre? Monsieur Zebelinga, peut-être? La question pourrait se poser pour tous les pays qui ont leur propre monnaie. Et je me répète malheureusement, il n'y a pas de fatalité à ce que quand on change de monnaie ou qu'on sorte du franc CFA, que sa monnaie chute. La garantie, en fait, pour soutenir une monnaie fondamentalement, ça a été dit, il faut une gestion des réserves et il faudrait évidemment des institutions. Pour ce qui est du Sénégal, qu'est-ce qu'ils ont dit concrètement? Ils ont dit, soit nous passons par l'intégration régionale, la monnaie commune de la CEDEAO. Si le projet n'avance pas, donc l'échéance est 2027, alors nous procéderons à une sortie individuelle. Et ils ont précisé un certain nombre d'éléments. Premièrement, ils vont travailler sur le cadre macroéconomique, donc à avoir des bons fondamentaux macroéconomiques. Ils vont travailler à sécuriser leurs réserves, c'est ce qu'ils ont annoncé déjà, avant de sortir du franc CFA. Moi, je pense que, est-ce que le Sénégal peut le faire? Je pense que oui. Ils ont la légitimité populaire, ils ont également la maturité populaire, les gens sont prêts à les soutenir dans cette direction, et ils sont tout à fait conscients qu'une monnaie n'est pas forcément vouée à être tout le temps au même niveau. Voilà. Et je pense que oui, ce serait une bonne chose, ça entraînerait d'autres peut-être. Là encore, une réponse très claire. Madame... Monsieur Philippe Emmanuel, ah oui, d'accord, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président, Madame, Monsieur, Messieurs. En mai 2020, l'Assemblée nationale a validé ce que les présidents ivoiriens et français Alassane Ouattara et Emmanuel Macron avaient négocié, c'est-à-dire officiellement entériné la réforme du franc CFA et annoncé l'objectif du passage vers une nouvelle monnaie, l'éco. J'ai en fait deux questions. La détérioration des relations entre la France et certains pays de l'UE-MOA, principalement du Sahel, est-elle de nature à remettre en question l'aboutissement, sinon l'existence de cette réforme? Dans un contexte où le franc CFA semble rejeté par de nombreux pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale, est-ce que le maintien de la garantie par la France ne serait pas de nature à nourrir et amplifier ce ressentiment? Dans ce cas, y aurait-il une autre alternative? C'est peut-être M. Cabriac qui pourrait se dévouer. Je ne me dévoue pas parce que je crois que vous posez des questions intéressantes et qui me permettent de revenir sur, me semble-t-il, deux points forts. En une minute, ça va être très difficile. Non. Parce que c'est un point fort de confusion du débat. C'est-à-dire qu'on dit qu'il faut réformer le système parce que il y a une forte demande de souveraineté monétaire, que ce soit au niveau régional ou au niveau national, et en même temps, des propositions qui sont faites, par exemple dans mon voisin de droite, c'est que la France renonce unilatéralement à sa garantie. Ça me paraît totalement contradictoire. Il faut attendre la demande, et je crois que notamment le ministre des Finances français a été très clair là-dessus. Si les Africains demandent le retrait de la garantie, la France le retirera. Mais il n'y a rien de plus attentatoire à la souveraineté monétaire que de faire des actions unilatérales et de retirer la garantie. Même confusion dans le débat sur les unions monétaires. Il y a des tendances centrifuges évidentes. Et pourquoi le Sénégal? Et pourquoi en ce moment? C'est pas seulement parce qu'il y a eu un changement de régime démocratique, parce que le Sénégal va devenir un producteur de pétrole et donc va avoir ses propres réserves et qu'il n'a pas envie de le partager alors qu'avant, il en bénéficiait. Et ça, c'est un degré de mutualisation très fort. C'est-à-dire que, comme l'a dit Madame Lafitau tout à l'heure, la Côte d'Ivoire est allée emprunter sur les marchés internationaux pour contribuer aux réserves globales à des taux très élevés, dont elle supporte le poids et dont elle fait profiter les autres, les pays sahéliens, le Sénégal. Et on voit bien aujourd'hui dans les réactions de ces pays, et notamment du Sénégal, qu'à partir du moment où ils deviennent
non plus bénéficiaires, mais pourvoyeurs de devises du système, il y a des tendances centrifuges. Et là, c'est aussi une petite confusion entre le débat politique et le débat économique, parce que ces tendances centrifuges qui ont une réalité économique forte, eh bien, elles sont contredites par le discours politique qui est toujours celui de créer une monnaie. Et je trouve, et là, ce sont des propos que j'attribue uniquement à moi-même, je trouve quand même assez extraordinaire d'essayer de justifier ce retour pour des raisons probablement relativement égoïstes à une monnaie nationale par une perspective de monnaie régionale, voire panafricaine, dont on sait très bien qu'elle est au mieux à très long terme et au pire fantasmatique. Donc il y a beaucoup de confusion dans ce débat et on demande tout et n'importe quoi et parfois des choses contradictoires. C'est très clair. Madame Ercilia Soudé, qui est députée de la France Insoumise, de la Seine-et-Marne, si je ne me trompe pas. Merci, Monsieur le Président. Alors, c'est un fait, le franc CFA, monnaie arrimée à l'euro, ne permet pas un développement favorable des économies locales. Comment des politiques monétaires établies en Europe pourraient-elles prendre en compte les réalités locales en Casamance ou à Yamoussoukro ? La Macronie ne cesse de s'étonner du sentiment dit anti-français régnant dans ces pays et semble effarouchée face à une jeunesse qui exprime des idées décoloniales et revendique la suppression du franc CFA. Les populations ne sont pas dupes d'un gouvernement français qui entretient un système néocolonial, en soutenant les autocraties pour garantir ses intérêts comme au Tchad, en maintenant sous pression économique des peuples qui veulent se libérer d'une oppression monétaire comme au Mali ou au Burkina Faso. La diplomatie française a toujours préféré les solutions simples, la facilité de l'autocratie plutôt que la souveraineté des peuples, les vestiges monétaires coloniaux plutôt que des économies souveraines. N'est-ce pas ce qui, aujourd'hui, asphyxie la mise en application d'une réelle alternative au franc CFA ? Merci, Madame la députée. Quel est celui ou celle d'entre vous qui souhaite apporter une réponse à Madame Soudé ? C'est pas une question. C'est pas une question, donc ça n'a pas de réponse. C'est une profession de foi, Madame Soudé. Maintenant, c'est Monsieur Jérôme Buisson qui va parler pour 1 minute. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur Zebelinga, vous militez pour la fin du franc CFA pour les pays qui le souhaitent, et c'est à eux de le décider. Ils sont d'ailleurs libres d'en sortir. Que faites-vous ? J'ai 2-3 questions. Que faites-vous des pays qui souhaitent y rester ? À ceux qui ne sont pas capables actuellement de s'en passer. C'est aussi une réalité économique et non seulement colonialiste. Vous dites que le franc CFA n'apporte pas un plus aux pays qui le pratiquent, mais avez-vous d'autres éléments pour nous éclairer sur quoi c'est un poids ? Et si l'Afrique, vous savez aussi, un pays souverain peut l'être avec sa propre, peut perdre sa souveraineté même avec sa propre monnaie. Si l'Afrique a tourné la page de la colonisation, et l'Europe aussi, il reste en effet des marques de cette période, comme il reste en France, j'allais dire parfois des marques de l'Empire romain ou napoléonien. Est-ce qu'il ne mérite pas d'être sauvé pour le bien des économies africaines, car c'est là la seule question qui vaille. Parce qu'à vouloir l'écho, ils vont parfois se retrouver peut-être avec le bitcoin ou avec le dollar, ou même une domination chinoise. Donc il faut peut-être bien réfléchir. Merci. Je vous remercie, Monsieur le député. Bien, comment ? C'est Monsieur Zebelinga qui répond parfaitement. Waouh, ça fait beaucoup de questions. Voilà, alors... C'est ce qui m'inquiète. Alors, qu'est-ce qu'on fait des pays qui souhaiteraient rester dans le franc CFA ? Bon, vous savez que les accords, les traités sont écrits, et donc un pays peut sortir sans préjudice de la continuation du traité. Donc n'importe quel pays peut décider de sortir. Les accords qui ont été signés resteront valables pour les autres. Donc ceux qui souhaitent rester dans cette architecture, ils seraient libres de le faire. Au moins, ils auraient choisi, ils auraient exprimé un acte de choix qui, à mon sens, n'a pas été fait depuis les indépendances. Est-ce qu'il faudrait sauver des marques ou aller vers l'éco ? Sauver des marques, il y aura toujours une trace, de l'histoire. On est tous faits d'histoire. La question, c'est qu'à un moment donné, il faudrait aussi que les pays se déploient avec leurs propres ressources, etc. Aujourd'hui,
vous voyez, notre débat aujourd'hui, on discute comme si on avait le choix entre le franc CFA et le franc CFA, comme si on avait le choix entre des unions monétaires et des unions monétaires. Alors qu'on doit justement, les pays africains en tout cas, doivent mettre plus d'intelligence et chercher à faire de l'innovation. Rien n'empêche d'avoir des systèmes qui soient solidaires, des systèmes monétaires solidaires, sans forcément avoir une monnaie unique. On peut avoir un degré de mutualisation des réserves, par exemple, ou des degrés d'assistance mutuelle. Par exemple, ce qui avait été proposé à certains moments et qui existe, c'est des lignes de crédit qui pourraient être négociées. Donc, il y a une architecture qu'on peut créer qui ne se limite pas au change fixe, au change flexible et aux unions monétaires telles qu'elles existent. Et là, je suis d'accord avec vous, la réflexion n'a peut-être pas suffisamment avancé dans ce sens-là. Donc, la suite, à mon avis, c'est d'abord la volonté des peuples, la volonté des États, et puis le projet. Le projet principal, c'est un projet transformationnel global. La monnaie s'inscrit au sein de ce projet transformationnel. Il faut comprendre aussi que la question qui se pose, c'est que les Africains ont vu pendant 2 décennies un certain nombre de pays en développement passer de pays en développement, pays pauvres, pays émergents, aujourd'hui à pays quasiment puissants. Et que pendant le même temps, avec les instruments qui étaient entre autres le CFA, mais pas que le CFA, la coopération avec l'Europe, etc., eh bien, en fait, le sous-développement a stagné. Et il y a aussi, par rapport à ça, une frustration et un besoin de changement de paradigme. Je vous remercie. Je crois que vous avez conclu pour votre part, Monsieur Zebelinga. Je crois que tout le monde a compris votre message, qui est un statu quo fondamentalement insatisfaisant à vos yeux sur plusieurs points et une perspective transformationnelle qui reste effectivement à dessiner, à articuler plus précisément. Est-ce que, Monsieur Carrière, est-ce que vous voulez conclure pour ce qui vous concerne? Alors, je vous demande tous les deux. Vous avez écouté vous avez participé à ce débat. Je vous demande d'en retirer en 1 minute ce qui vous paraît être l'enseignement capital. La doctrine des grands communicants, USM, un seul message. Quel est votre message, M. Cadreac? Je crois que mon message, c'est un message de cohérence et que si le problème est une perception d'une souveraineté monétaire qui a été confisquée par la France, eh bien, le rôle des autorités françaises dont vous êtes, c'est de respecter la volonté des peuples. Et donc, de n'intervenir premièrement que sur ce sur quoi nous avons effectivement le droit et le devoir d'intervenir, qui est la garantie française, et de l'aménager, de la retirer ou de la maintenir, mais aussi en fonction de la demande de ces États. Voilà. Et il est quand même très clair que le débat brouille le fait qu'il n'y a pas vraiment de demande. Une expression du fait qu'il n'y a pas vraiment de demande, c'est que si vous imaginez une zone monétaire dans laquelle 4 pays, c'est-à-dire presque une majorité de pays, réclament de sortir de cette union monétaire, vous imaginez que normalement, il devrait y avoir une perte de confiance totale dans la monnaie. Et comme l'a dit Madame Lafitau, c'est pas du tout le cas. C'est très clair. Et pourquoi ? Eh bien parce que je crois que les opérateurs économiques ne croient pas du tout qu'il y a vraiment à ce stade une demande réelle, en tout cas des gouvernements, des opérateurs économiques. Très bien, vous avez utilisé votre temps de parole. Très bien. Le USM était... alors maintenant, l'USM de Madame Lafitau. Oui, je conclurai en disant qu'il me semble que l'évolution de la collaboration monétaire entre la France et les pays de cette zone était une relation historiquement qui était verticale, qui va de plus en plus vers une relation horizontale. Il me semble que ce sont des éléments positifs sur lesquels il faut continuer à réfléchir, à travailler. C'est ce qu'on fait ce matin avec les 3 experts qui sont là à discuter avec vous. Et je pense que, comme l'a expliqué également Monsieur Cabriac, la France doit collaborer et ne pas et attendre effectivement, comme il l'a expliqué, le souhait des Africains qui formuleront eux-mêmes leur souhait quant à l'évolution ou pas de leur dispositif monétaire. Je vous remercie. Merci. Moi, mon message, mon unique message, c'est de dire que j'ai bien écouté tout cela, nous avons tous écouté tout cela, que manifestement les conséquences des décisions que l'on prend sont beaucoup plus lourdes, positives ou négatives pour l'Afrique que pour la France, et qu'après avoir exercé une influence décisive, prépondérante et parfois impériale
sur les décisions de cette zone. Notre premier devoir, c'est de respecter la volonté des pays africains, quelle qu'elle soit. Et on a vu en écoutant les uns et les autres que c'était un choix complexe qui leur était offert, rester, ne pas rester, transformer. Tous ces choix sont très difficiles, mais je pense que notre pays doit être à l'écoute des Africains. Nous avons une boîte à outils que nous mettons à leur disposition. Ils s'en servent à leur manière. Et je crois que c'est cette disponibilité de la France qui me paraît être la sagesse pour un pays comme le nôtre, quels que soient les choix. On a vu qu'ils étaient très différents les uns des autres. Respectons la souveraineté des États africains. C'est à eux de prendre leur destin en main et offrons-leur les possibilités d'avancer qu'ils souhaitent obtenir de nous. Voilà, je crois, ce message d'humilité que je pense nous devons tirer de cette remarquable table ronde que vous avez animée, Madame et Messieurs. Je crois que nous avons tous énormément appris. Nous avons été tout à fait éclairés sur cette situation éminemment complexe. Je cite toujours Sampé dans ces cas-là. Vous savez, les 2 albums de Sampé, premier volume, rien n'est simple. Deuxième volume, tout se complique. Et en réalité, c'est bien. Non, ben, c'est pas vrai. Il y a un 3e volume. En réalité, tout peut se décanter à la condition que nous sachions nous respecter les uns les autres et que notamment la France ne se sente pas, elle ne se sent pas, d'ailleurs de moins en moins, la volonté de faire le bonheur des gens malgré eux. Nous sommes à leur service et c'est à eux de prendre des choix qui sont, comme vous l'avez rappelé les uns et les autres, très difficiles. Merci Madame, merci Messieurs. Nous avons une décision à prendre qui n'est pas négligeable. Je suspends